Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de découverte de jeux. Aujourd'hui, Running Trains, un simulateur japonais, mais à l'inverse de ce qu'on connaît sur JRist Train Simulator, lui, il est dans un véritable environnement 3D. Il tourne sous Unreal Engine 5, à l'inverse de TSW qui tourne lui sous UE 4. Pour l'instant, c'est l'œuvre d'une seule personne. Vous allez voir que le travail accompli est déjà franchement très convaincant. Il reste beaucoup à faire, hein. Le jeu est bien sûr en accès anticipé sur Steam. Alors à l'heure actuelle où je tourne, il est vendu entre guillemets pour l'offre de lancement à 17,55 €. Je crois qu'il y a 10% de remise, quelque chose comme ça. Sinon, pendant la période d'accès anticipé, il va être vendu un peu moins de 20 €, mais le coût va augmenter. On va dire que c'est un classique, hein, dans les jeux en accès anticipé. Au fur et à mesure du développement, le coût augmente, ou du moins à la sortie de la version finale. Alors, la version finale, pour le moment, on ne connaît pas, on n'a pas vraiment de date. On suppose aux alentours de mi ou fin 2027. Donc un développement quand même assez long. Écoutez, c'est un jeu qu'on suivra, de temps en temps quand il y aura des, nouveautés. Alors, on va parcourir les menus. Le jeu est en anglais et en japonais. Alors, quand on le met en anglais, on a quand même ses sous-titres en japonais, mais tout le reste est en anglais. Sinon on peut le mettre intégralement en japonais, pourquoi pas. Alors Start Driving, évidemment, c'est pour accéder aux horaires et à la conduite. Les tutoriels, ça n'est pas implémenté pour l'instant, ça ne marche pas. Néanmoins, nous avons une option, qui, permet d'activer des conseils qui vous disent exactement sur quelle touche appuyer. Donc quand vous débutez vraiment dans le jeu, c'est très utile. L'éditeur, le Edit Train, en fait, c'est un éditeur de livret, qui n'est toujours pas implémenté, mais néanmoins, il est possible, dans les dossiers du jeu, il y a des livrets, des textures très, très simplistes qui sont assez faciles à modifier. On a le modèle, en fait, et vous pouvez les modifier avec n'importe quel éditeur, on va dire, éditeur photo, connu ou reconnu ou pas, et vous pouvez rajouter des textures, personnalisées de cette façon, en attendant que l'éditeur de livret, soit mis en place. À mon avis, c'est pas pour tout de suite. Les réglages, alors les crédits et quitter le jeu, bon, je passe là-dessus. Les réglages, le gameplay. Alors moi, j'ai baissé le motion blur, donc le flou de mouvement. Je suis rarement fan de ça. Moi, je l'ai mis à 25. Pour le moment, ça me convient. De base, c'est à 100. Alors bon, là, c'est pareil, c'est les goûts de chacun. Est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez moins? Vous pouvez totalement le désactiver si vous voulez. Le vehicle, sway intensity, c'est le balancement de la cabine. Donc de base, c'est à 100. Je vais laisser comme ça. On peut l'augmenter, on peut le diminuer, si on trouve que ça va pas. Ensuite, le in-game instruction, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est, en fait, il va vous dire, quand vous allez arriver à bord, appuyer sur la flèche du haut pour, mettre l'inverseur en avant et ainsi de suite. Les boutons overlay, alors c'est un rappel, c'est un petit schéma des boutons qui vous donne l'action des ce que fait chaque bouton. Ça vous liste pas toutes les actions, mais des actions un petit peu secondaires, genre, allumer les feux, le sifflet et autres. Le score, moi je l'ai désactivé, mais on peut avoir la fenêtre du score. Alors, on est bien sur un simulateur, mais en fait, on est un peu, entre les 2 mondes. C'est-à-dire que vous avez d'un côté JRist Train Simulator où il y a pas du tout de système de notation, et de l'autre côté, vous avez Denshadego où il y a un système de notation qui est très, très sévère d'après ce que j'ai compris. Et là, on est un peu entre les 2. C'est un vrai simulateur à la JRist, mais on a quand même un système de score qui est sévère, mais pas trop. Voilà, et vous pouvez donc là, attention, c'est bien l'affichage du score. C'est pas On désactive pas le score avec ça, hein. Ça, c'est juste son affichage pendant qu'on roule, et en fait, je trouve que le HUD, il est déjà pas mal chargé, donc si on peut se débarrasser du score, c'est bien. Le marqueur d'arrêt, alors vous pouvez le mettre au début, vous avez un affichage 2D et un affichage 2D qui se matérialise, une sorte de point sur l'écran, un petit peu comme sur Train Sim World, et vous avez également 2D plus 3D, où vous avez dans la voie, dans l'écart entre les 2 rails, vous avez le marqueur d'arrêt. Moi, je vais le laisser sur off. On peut mettre le jeu, comme je disais tout à l'heure, en anglais ou en japonais, selon les préférences de chacun. Je vais me le laisser en anglais. Vous avez la possibilité de réduire le nombre de trains IA. Alors, pour le moment, je pense pas que ça fasse la différence.
Ça peut aider si vous avez une configuration qui est un peu juste, si vous êtes en config minimale ou pourquoi pas un peu en dessous. Sachant que pour le moment, des trains IA, même sur la ligne principale, il y en a pas énormément. Mais c'est une option qui est bienvenue pour, plus tard. Je pense que c'est plutôt bien vu de la part du développeur. Les graphismes, petit rappel sur ma configuration, j'ai une RTX 3070 avec 32 Go de RAM. Le processeur, c'est un i7 de 12e génération, même si clairement le processeur, c'est un peu moins important, mais bon, c'est toujours bien de le citer. Je fais tourner le jeu en Full HD. Alors oui, j'aurais des écrans qui me permettraient de le passer en 4K, mais au vu de la différence sur la carte graphique, je préfère de loin rester en Full HD. En plein écran, j'ai activé la synchro verticale, j'ai le DLSS et donc le jeu le supporte, donc là c'est plutôt sympa. DLSS en mode qualité, ça marche pas trop mal, mais on a les autres systèmes d'anti-aliasing, hein, je sais pas, le TAA, le FXAA vraiment pour les peut-être petites configs, enfin, on a tout ce qui est connu. Au début, je voulais le mettre en mode équilibré sur le DLSS, mais finalement, je le laisse en qualité, ça marche pas trop mal. Je suis en élevé, donc en high sur la plupart des réglages, hormis les textures où je suis quand même en ultra, histoire d'en profiter, et également sur les réflexions qui sont également en ultra. Je capte la limite des FPS à 60. Alors, je pourrais mettre un peu plus, mais en fait, c'est un peu compliqué, mais moi j'ai plusieurs ordis à la maison et en fait l'ordi de jeu, bah, en fait, il est utilisé à distance. Donc, mon logiciel de streaming, vidéo sur le réseau, lui, de toute façon, il sait pas faire au-delà de 60 FPS. Enfin, si, je crois qu'il peut, mais je l'ai limité à 60 FPS. Après, pour un jeu de train, honnêtement, 60 FPS, c'est très bien, il y a aucun problème. Mais bon, si vous pouvez faire plus, allez-y, hein. Le volume, bon, très simple, hein, le volume principal, j'ai un peu réduit parce que c'était à 80, ça me paraissait fort. Alors vous, en vidéo, je baisse un peu les volumes des jeux pour l'enregistrement, donc vous, peut-être que ça vous paraîtra un peu faible, mais moi je trouve que c'est très bien comme ça. Le volume des effets que j'ai laissé à 100, la musique que j'ai coupée et le volume du conducteur. Alors pour le moment, c'est pas implémenté, mais évidemment comme tout, jeu, japonais, de train, il va y avoir l'implémentation du pointé nommé. Donc en fait, c'est tout simplement, c'est une procédure de travail au Japon et pas que pour le ferroviaire. Souvent on la résume au ferroviaire, mais c'est présent dans pas mal l'industrie, mais dans le ferroviaire, ça se traduit par le fait que le conducteur prononce à haute voix et montre du doigt chaque panneau, chaque élément de la signalisation, donc les vitesses limites, les états des signaux lumineux, les gares, les arrêts et ainsi de suite, et également les directions. Alors c'est pas implémenté pour l'instant dans le jeu, mais ça viendra, hein, s'il y a la possibilité de régler le volume, c'est que c'est prévu. De toute façon, je vois pas comment un jeu sur un simulateur de train japonais développé par un japonais, il peut pas ne pas le mettre, donc ça viendra tôt ou tard. Pareil pour les annonces à bord, pour le moment on n'en a pas et les mélodies sur le quai, des gares. Vous savez qu'au Japon, alors notamment c'est le cas sur la Yamanote Line, chaque gare a une identité sonore qui lui est propre. Apparemment, l'auteur veut également, recréer ch une mélodie par gare. Il y a du boulot parce que des gares, il commence à en avoir pas mal sur son réseau. Et enfin, les boutons, alors la manette, on y revient après parce qu'on peut pas changer l'assignation. Par contre, voilà, on a, ces actions-là au clavier. Si vous jouez au clavier, vous pouvez les changer. Vous voyez que vous avez l'inverseur sur les touches directionnelles du haut et du bas. La traction, vous avez le Q pour remettre au neutre, le A pour diminuer, le Z pour augmenter. C'est plutôt fait pour les claviers, QWERTY, mais on peut changer les actions, hein. Moi, je vous invite, si vous jouez au clavier, à remettre les actions, enfin les touches par exemple de Train Sim World ou enfin d'un jeu que vous connaissez déjà. Le freinage, alors B pour le neutre, en réalité c'est plus un grand débit, libération rapide, c'est pas vraiment le neutre. Le N pour, diminuer et le M pour augmenter le freinage. Bon, les phares sur L, les essuie-glaces sur K, le sifflet sur H et la confirmation de l'ATS avec la touche espace. Enfin les boutons, les numéros là ici pour les caméras. Alors j'ai pas vraiment fait attention, est-ce que a priori non, c'est pas le pavé numérique, hein, c'est vraiment les rangées, la rangée supérieure du, clavier. Alors, ça c'est pour le clavier.
mais moi je joue à la manette. Alors vous allez trouver ça bizarre, Train, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais en vrai, je trouve que la manette, elle est vachement, bien, optimisée. Alors avant de parler de la manette, le jeu supporte, alors je sais pas s'il le supporte officiellement, mais du moins il le supporte, le contrôleur, Zooky, Pro qui est fait pour PC et également celui qui est fait pour Nintendo Switch et que pas mal de joueurs utilisent également sur JDRist Train Simulator et qu'en France, on a la chance d'avoir une boutique, je crois que c'est sur Bordeaux, mais je sais plus son nom, qui l'importe en fait, donc vous pouvez vraiment l'acheter en France, donc c'est intéressant. Donc apparemment c'est fonctionnel, alors tout n'est peut-être pas, je crois que la navigation dans les menus par exemple n'est pas prise en compte sur le contrôleur Zuki, mais pour la conduite, ça fonctionne apparemment très bien. Au niveau de la manette, je n'ai pas testé avec une manette de PlayStation, je peux pas vous dire ce que ça donne, mais a priori ça devrait marcher. Moi j'ai une manette Xbox et en fait pour la conduite ça se passe avec les joysticks. Vous avez celui de gauche pour la traction, donc quand vous le basculez vers le bas, vous le tirez vers vous entre guillemets, vous augmentez la traction, vers le haut vous diminuez et en principe quand vous cliquez dessus, vous remettez la traction au neutre. Celui de droite gère les freins, quand vous le basculez vers la droite, vous augmentez le freinage, vers la gauche vous diminuez et lorsque vous faites un clic dessus, bah, vous libérez le frein, rapidement. Eux, ils appellent ça neutre, mais encore une fois, c'est pas vraiment ça, moi, ce que je me fais d'idée d'un frein au neutre. Vous avez ensuite, au niveau des boutons, le A pour, les essuie-glaces, le B pour le sifflet, le X pour les fanaux et le Y pour la confirmation de l'ATS, qui est le système de sécurité. C'est-à-dire que c'est le système par balise et avec confirmation du conducteur, donc système qui se rapproche beaucoup, par exemple, de la WS anglais ou de la répétition des signaux, crocodile qu'on connaît en France, par exemple. Il existe d'autres systèmes de sécurité au Japon, je ne sais pas si l'auteur a prévu de faire des lignes avec, l'ATAX ou bien le, DATC. Pour le moment, c'est pas dans les cartons. On a le bouton select pour mettre en pause, je crois que c'est pour simplement mettre en pause la simulation. On a ah oui, alors là, on le voit pas totalement, mais on a la gâchette de droite, normalement, qui est prévue, voilà, pour le frein d'urgence et le LS pour le mode caméra. En fait, le mode caméra, les joysticks vont plus pouvoir être utilisés, pour la conduite, mais bah, simplement pour bouger la caméra. Alors ça, je crois que c'est spécifique aux manettes, hein. Quand vous jouez clavier-souris, la souris vous permet de tourner la caméra et le clic droit doit la verrouiller, je suppose, un peu à la TSW, je pense. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur les réglages. Non, je vais rien sauvegarder, j'ai rien vraiment modifié. Je vous propose qu'on passe dans le menu de la ligne. Nous avons 2 lignes pour commencer, la ligne principale, donc la Sankai Main Line et la, Fukugawa Line. C'est tout à fait fictif, voilà, c'est complètement fictif, que ce soit les lignes ou même le matériel roulant. Alors, je vous rassure, les lignes, elles ont beau être fictives, on est bien dans un environnement japonais. Le matériel roulant a beau être fictif, on voit très bien, on reconnaît plus ou moins les séries, desquelles ça s'inspire. Je pense c'est pour 2 raisons. Tout d'abord, la ligne, c'est peut-être des contraintes, parce que reproduire une ligne réelle, c'est pas toujours très évident. Donc la ligne est fictive. Pour le moment, on a 40 km, mais 34, on va dire, exploitables de la première à la dernière gare. Il est prévu de porter la ligne à 80 km, on voit le schéma, peut-être même au-delà. Et nous avons une ligne qu'on va faire aujourd'hui, une petite ligne à voie unique qui s'en détache, qui est une ligne urbaine, mais un peu de montagne aussi. Enfin, disons qu'il y a quelques déclivités. Je sais pas si c'est vraiment une ligne de montagne, mais bon. La ligne principale, on la fera en train express. Il est prévu donc de l'étendre. Par contre, bon, vous voyez qu'il y a d'autres lignes là qui sont verrouillées. Bon, c'est dû à l'accès anticipé, il n'y a pas de problème avec ça. Mais très honnêtement, je pense qu'il faut voir le réseau un petit peu comme ce qu'a fait Simrail. Il va y avoir une ligne principale qui va être l'épine dorsale du réseau, et après vous allez avoir plusieurs branches qui vont s'en détacher, probablement des branches à voie unique. Après là, on voit qu'il y a une branche un peu plus grosse pardon, sur le réseau là. Donc elles seront peut-être pas toutes à voie unique, mais il faut vraiment la voir comme un réseau, un grand réseau avec plusieurs lignes. Il n'est pas prévu d'avoir des lignes à un autre endroit ou même des lignes réelles. Pour le moment, c'est pas prévu. Je pense qu'il faut vraiment le voir à la Simrail avec une grande ligne principale et plusieurs petites lignes autour qui s'en détachent, sauf que là, bien sûr, tout est fictif. Alors on va aller dans celle-là, dans la Fukugawa Line. En théorie, c'est la ligne, elle est parcourable en 12 minutes, mais c'est quand vous êtes vraiment à l'heure et autres.
Bon, vous voyez que moi j'ai pas des très bons scores hormis un B, sur un coup de chance. Bon, pour le moment, c'est je navigue entre C et D. Donc pour chaque, horaire, vous avez la gare de départ, la gare d'arrivée, je crois que vous avez, oui, le sens montant ou descendant, hein, le up ou down. Voilà, vous avez plein d'informations. Je vous propose qu'on passe dans la sélection des trains. Là, on n'aura pas tous les trains parce que, tous les trains ne sont pas tous disponibles en fonction de du pas du réseau, mais enfin, en fonction du réseau et de l'horaire que vous voulez faire. Nous, on va partir avec le HR 1500. Alors HR, c'est tout simplement le nom de la compagnie, en fait, hein, c'est comme la JR, mais, libre de droit. En dessous, on peut changer, on a 2 livrets, ah, je crois qu'on a un peu plus sur celui-là, je ne sais plus. Non, on a 2 livrets principales et après vous a enfin, on en a d'autres, mais les 2 dernières, elles sont plutôt destinées à être, modifiées, en fait, celles qui sont marquées, custom. Donc le choix de la saison, très simple, vous avez le printemps ou l'hiver, voilà. Pour le moment, il y a que ça, il y a pas de saison dynamique basée sur la date de votre système, il y a pas de météo dynamique non plus. Pour le moment, c'est, printemps et hiver qui, à mon avis, sont les saisons les plus importantes, parce que je pense que le printemps, c'est probablement la saison la plus belle, on va dire, par rapport à l'été. Moi, j'ai tendance à préférer au niveau de la lumière, c'est sûrement beaucoup plus sympa et puis l'hiver, ça permet de se rendre compte ce que ça donne sous la neige. Au niveau de la météo, alors par défaut, on est toujours sur partiellement nuageux, sinon vous avez le pré-réglage clear, vous avez normalement ciel bleu, là, totalement. Partiellement nuageux, overcast, normalement c'est nuage épars, ensuite vous avez l'averse, enfin, oui, la pluie et les orages. Les orages, vous avez des éclairs qui sont un peu trop fréquents à mon goût, mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'être là, au moins de découvrir ce qui a été fait. Au niveau du score, ici, vous pouvez influencer le facteur multiplicateur de votre score. Donc là, par défaut, là, moi, tel que j'ai réglé, c'est sur 1, donc j'ai pas de bonus, mais vous voyez que je peux avoir des malus, hein. Si évidemment je me mets en free practice, là, ça désactive tout et en fait, bah, là, c'est une situation qu'on connaît sur JRE Train Simulator, c'est-à-dire que même si vous respectez pas les horaires, vous aurez, bah, il y aura pas de notation, en fait. Ensuite, vous avez le auto-driving, alors même principe, ça vous allez pas être noté, mais c'est la conduite automatique. Alors ça peut être très utile pour, faire une étude de ligne, pour se rendre compte des points de freinage, des vitesses et cetera. J'ai pas encore testé, mais il faudrait, ça à mon avis, ça améliorerait ma faculté à mieux conduire. Bien évidemment, vous n'êtes pas noté si vous activez ça. Le, Hidden UI, c'est pour masquer le HUD. Donc là, ça va vous augmenter 1,25, vous voyez? Donc là, par exemple, on n'a plus la distance avec la prochaine gare, je crois, dans cette situation et puis on n'a plus la répétition des signaux, ce genre de choses, enfin la répétition, les signaux sur le HUD et si je masque l'indicateur de vitesse, là, ça augmente également mon coefficient et si je me mets en mode hardcore, bah, pareil, ça l'augmente. Alors en mode hardcore, c'est pas compliqué, vous avez, pas le droit d'être en retard, vous avez pas le droit de faire le moindre excès de vitesse et ça réduit la marge d'arrêt. De base, c'est plus 5 mètres, moins 5 mètres, mais sinon je crois que c'est plus ou moins 1 mètre en mode hardcore. Mode hardcore qui est là si vous trouvez que le jeu est trop facile. Testez-le et on en reparle. On est parti. Alors normalement j'ai sélectionné le bon train. Alors je prends ce train-là, le HR 1500, c'est surtout à cause de son système de freinage qui est plutôt simple pour les débutants. Les autres ont un système où vous avez au niveau des freins une position appliquée, puis ensuite une position maintien. Je trouve que c'est pas l'idéal. Alors je vais mettre l'inverseur en avant, je touche au frein, donc là j'ai le l'ATS, donc je le confirme. Je le mets l'inverseur en avant, je mets mes feux. Je peux passer en mode caméra, je peux bien entendu passer en vue extérieure puisqu'on est en vue, 3D. Bah, on est dans un environnement 3D, pardon. Je peux passer en caméra libre, ça nous permettra d'admirer par exemple ce quai, ou également les rails, pourquoi pas. On peut se déplacer sur une des voies pour regarder un peu les rails, voilà. Ça vous paraît étrange, je vous rappelle que le Japon, pour son réseau conventionnel, est à l'écartement 1067 millimètres. Il n'y a que le Shinkansen qui est en 1435, donc c'est normal. Voilà, un peu le ballast, et puis il y a de la modélisation quand même, hein. Voilà, hein. Par contre, ça a fait un peu polémique, mais je peux comprendre. Vous avez certains assets, notamment ce qui décore les quais, et même au niveau de. Ah, on va devoir y aller. On va devoir y aller. Si je peux me remettre à bord.
OK, en autorisation de départ, on peut y aller. Alors la sortie est à 35, vous voyez que sur la gauche on a la répétition des feux, ainsi que les vitesses limites à venir, ce qui est plutôt pas mal. On va faire attention parce que c'est 35 au début. Oui, je disais, en fait, il y a un certain nombre d'éléments décoratifs, notamment sur les quais, qui n'ont pas été modélisés par l'auteur, ils proviennent tout simplement de la banque, enfin, du store, Unreal Engine Store. En fait, c'est des objets tout faits que vous pouvez acheter. Ça fait un peu polémique parce que souvent, c'est une pratique qu'on retrouve dans des jeux nuls. N'importe qui aujourd'hui hein, sur Unreal Engine, n'importe qui connaît rien en jeu vidéo peut faire un assemblage d'assets avec des assets de qualité médiocre et vendre son jeu 20 balles sur Steam et se faire une belle marge. Bon, c'est pas le cas là, visiblement, il a choisi quand même des assets plutôt bien fichus et je peux comprendre, hein, quand on est tout seul, bah oui, on peut pas tout modéliser. En revanche, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par lui, notamment sur la voix, sur la signalisation aussi, je crois. Mais c'est vrai que la décoration des quais, certains bâtiments voyageurs et également, je crois, les voitures, le système routier, je crois que ça vient de la banque de Unreal Engine. Et premier arrêt, et c'est pas bon. Je parle, mais ça va pas. J'ai freiné trop tard. Le freinage est extrêmement difficile, en particulier sur cette ligne. Alors, déjà, je vous annonce qu'on va arriver très très en retard parce que là, on a perdu un temps monstre. Quoique, un plus 20 secondes. Ah purée! Voilà pourquoi j'ai pas réussi à m'arrêter comme il faut. Dans le retard, ça va aller. Ah. Non, on est en retard, plus 40 secondes, pas de bol. Sur cette ligne-là, le freinage est assez difficile parce que, bon, déjà, il y a des gares toutes les 500 mètres. Donc ça, c'est ce qui complique la chose. Là, l'horaire, il est mort, hein, c'est pas compliqué. Il y a certaines gares qui sont en descente ou en montée, donc comme sur la Senzine Line sur JR East. Donc c'est probablement plus dur sur cette ligne-là que sur la ligne. Alors quand vous êtes en omnibus, c'est forcément plus compliqué, mais quand vous êtes en express, c'est un peu plus facile de rattraper du temps perdu ou autre. Vous voyez qu'on a beaucoup d'informations sur la HUD, on en a beaucoup en bas à gauche avec la vitesse, le cran de traction, la vitesse limite, etc. Et puis en haut à droite, vous avez vos horaires et la distance du prochain point d'arrêt ou du point quand il faut passer la gare, de la prochaine gare en fait, tout simplement. Euh, le HUD il est bien, mais je trouve que ça s'éparpille un peu. Ah ouais, non, je vais couper parce que le pont derrière ça descend. Je trouve que voilà, il y en a à gauche, il y en a à droite. Moi, j'aurais peut-être tout regroupé sur un côté, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas mal. Il a l'avantage d'être très complet. Vous avez également les G, la force d'accélération qu'on voit hein, là quand je freine à côté. En fait, c'est le confort. C'est le confort de vos passagers, hein, tout simplement. Donc, à faire attention. Parce que c'est pris en compte dans votre qualité de conduite. Alors de mémoire, c'est en descente ici, donc on va faire gaffe. Alors là j'ai freiné trop tôt, mais il me semble que de l'autre côté c'est en descente, ou c'est la gare suivante, je ne sais jamais. Vous voyez qu'on a un affichage qui clignote et on a une voix, voilà, qui annonce l'arrêt, tout simplement. Alors je crois que malheureusement il n'y a pas l'annonce quand l'arrêt est, quand on est en express et qu'on ne doit pas s'arrêter à la gare. Normalement ça existe aussi, bon ce sera mis plus tard probablement, mais les arrêts normalement vous pouvez pas les louper. Par contre je vais être sacrément en retard. Le retard, le problème d'arrêt sur la gare précédente va avoir massacré tous les autres arrêts, mais tant pis. Ah, je suis arrêté trop tôt. À la limite, je préfère être arrêté trop tôt et mettre un peu de traction parce que sinon, faut se remettre en marche arrière.
Voilà. Voilà, là j'ai au moins réussi à peu près à m'arrêter. Si vous loupez le point d'arrêt, vous pouvez vous repositionner, bah, comme vous l'avez vu juste avant. Si en revanche, si vous loupez la gare, vous avez 2 minutes pour vous remettre pile à l'endroit pour ouvrir les portes. Sinon, la partie prend fin. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention à ce niveau-là. Pareil, si vous franchissez un signal rouge. La lampe s'allume pour nous dire que les portes sont fermées, hein, ça on connaît déjà sur GRist. Et le coup de buzzer pour nous donner le départ. Attention à ne pas partir à l'allumage de la lampe, c'est bien le buzzer qui donne le départ. Limitation à 60 km/h à venir. Vous voyez gentiment sur l'accélération. Vous voyez qu'on a un 20 km/h là à suivre, donc là il va falloir freiner de manière un petit peu énergétique. J'aurais pu l'anticiper, ceci dit. Ouais, là j'ai vraiment fait le conducteur allemand. On va se laisser à 17-18 km/h parce que de mémoire ça descend. Oui, voilà. En fait là on va passer en voie déviée pour la prochaine gare. Donc. Par contre on est en descente, donc le 20 km/h est pas facile à tenir. Parce que la descente elle est assez violente. Hein. 23%, ça commence à faire beaucoup. 100% ou c'est pour 1000? Non, c'est pour 1000, pardon. 23 pour 1000. Tu disais des bêtises, 23%, ça me paraissait pas réalisable, en effet. Alors, mais 23 pour 1000, ça commence à être sympa, hein, comme déclivité. Voilà, attention au franchissement de l'aiguille ici en voie déviée, 20 km/h. Et attention à la sortie également, qui sera également limitée à 20 km/h. On a les feux de répétition hein, pour les passages à niveau qui nous confirment leur fermeture. Il faut vraiment y arriver doucement sur cette gare parce qu'on a vite fait, le train a vite fait de s'emballer. Alors là, la gare elle est sous le plat, mais juste avant la gare c'est en descente. Donc c'est un petit peu délicat. Voilà, 10 km/h, ça me paraît pas trop mal. Et on va s'arrêter par là. Et ouverture des portes. Un arrêt réussi, ouf. On a évidemment les panneaux, hein. Alors là il est un peu caché, mais vous voyez le panneau 4. Vous avez le panneau en forme de croix qui matérialise la tête de quai. Mais évidemment, il faut faire selon la composition de ces voitures. Il me semblait que nous on était en 3 voitures, mais ah ouais, remarquez. En fait je sais plus. Je sais plus combien de voitures j'ai, je peux pas le voir là comme ça. Départ et on fait attention, j'ai peut-être un peu volé le départ, attention à pas dépasser le 20 km/h. Hein. Je trouve le freinage, je le trouve plutôt sympa, je trouve que l'accélération est un peu trop rapide. Alors on est sur du matériel léger, on est sur du matériel qui s'apparente à de la voie métrique, puisque c'est quasiment ça, hein, 1067 mm. Mais je trouve que l'accélération, elle est... Ah, je vais perdre des points. L'accélération, elle est un peu trop rapide, je trouve. Alors bon, je sais pas. Ce n'est peut-être qu'un ressenti. Voilà, là on a libéré et on peut reprendre notre vitesse normale. 100 km/h qu'on n'atteindra pas. De toute façon, je crois qu'en plus le prochain signal est fermé, il me semble. Je peux vous faire écouter le sifflet aussi. Mince, je suis en traction, ça va pas. Alors c'est pas la bonne technique, il faudrait que j'arrive un peu plus rapide et que je gère mieux le desserrage du frein, mais au moins je sais que
J'ai moins de chances de louper l'arrêt quand je fais comme ça, mais forcément, bah, c'est au détriment du retard, hein. Alors c'est pas cette gare-là où les signaux étaient fermés puisqu'on est encore sur voie unique, mais je crois que c'est celle après le tunnel. Allez, départ. Alors vous allez voir, il y a quelque chose qui mérite. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que pour vous dire, c'est la 5e ou 6e fois que j'essaye d'enregistrer. Oui, il n'y a pas de passagers pour le moment. Vous ne rêvez pas, c'est prévu. Simplement, il y a des soucis d'optimisation avec et l'auteur veut régler ce problème-là avant de d'ajouter les passagers. Vous remarquerez aussi que la sortie du tunnel n'est pas bonne, hein. On a un brouillard de guerre digne de la PlayStation 1 pour la transition sombre, enfin du tunnel vers la sortie. L'occlusion fonctionne, mais effectivement, la transition, elle est juste pas là. Ça va évoluer, mais là, pour le moment, ça reste comme ça. Bon, en espérant que un de ces quatre, ça sera corrigé. C'est vrai que là, c'est un des points faibles. Donc oui, les passagers, pour le moment, il y en a pas. L'optimisation est plutôt bonne, je trouve, dans l'état dans lequel se trouve le jeu actuellement. Je demande à voir, en effet, avec les passagers, ce que ça va donner. Les passagers, on devrait l'avoir pour la fin de l'année 2026. Mais même s'il y a pas de passagers, je trouve que l'ambiance est plutôt bien, à voir. Alors ce sera beaucoup mieux avec les passagers, mais il faudra voir les impacts sur les performances, notamment sur les petites configurations. Ah mais je crois que c'est au terminus qu'on a l'arrêt, fermé. Je vous avoue que j'ai pas compté le nombre d'arrêts. Alors évidemment sur la droite on voit pas parce qu'on a l'intercirculation, bah, en fait, comme on connaît je peux pas vous le montrer là. Comme on connaît au Royaume-Uni, hein, l'intercirculation au milieu, entre les véhicules. Mais la visibilité n'est pas si mauvaise finalement, contrairement au matériel anglais où la plupart du temps on a l'impression de conduire dans une boîte aux lettres. Là je dois dire que ça va. Ah bah Isée effectivement c'est la gare de bifurcation qui rejoint la ligne principale si je me rappelle bien. Donc on va arriver à la fin de ce service et du coup à la fin de cette vidéo également. Vu qu'il y a de la descente, je vais couper la traction. Il y a le 60, le feu jaune. Voilà, là il y a beaucoup de choses. Le feu jaune qui impose une limite à 45, on va s'y mettre direct. Ah, même se mettre en dessous. Hein. Parce qu'après il y a le feu rouge qui impose une vitesse limite à 25. Alors la séquence d'arrêt, vous pouvez avoir jaune, rouge, comme là, ou jaune, double jaune, rouge. Ça dépend des lignes, ça dépend du régime de signalisation sans doute. Et là, il faut juste faire attention de ne pas trop se concentrer sur le signal rouge et de bien se concentrer sur le point d'arrêt. Voilà, et là logiquement on termine le service, du coup je peux peut-être me mettre en caméra extérieure, on va voir. J'ai un petit doute comme je connais pas très bien la ligne. On va attendre qu'il nous ferme les portes, on va voir. Est-ce qu'il y a encore une gare derrière ou pas? Je ne sais plus. Non voilà, on est bien à la fin. Donc là je peux passer en mode caméra et en caméra libre et puis on va regarder d'un peu plus près. Donc effectivement les rails je les ai montrés, bah on a le passage à niveau parce qu'officiellement on est censé repartir, donc voilà le passage à niveau qui sera fermé. Même la texture là du bois, je trouve que c'est franchement pas mal. Le travail sur la voix est franchement bien. Alors c'est pas pour dénigrer les autres jeux, mais là je trouve que
Je pense c'est le côté lumière, ben, c'est il y a la modélisation, mais la gestion de la lumière sous Unreal Engine 5 est meilleure. Et pourquoi? Alors, sans rentrer dans la technique pure et dure, parce que je c'est pas quelque chose que je maîtrise bien et bon voilà. Mais en fait, dans Unreal Engine 4, d'après ce que j'ai compris, c'est à vous de gérer l'éclairage. Donc vous mettez une source de lumière pour le soleil, pour les éclairages, et c'est à vous de vous débrouiller avec vos ombres, la réflexion sur les matériaux. Et on voit que, bon, TSW, ils ont franchement galéré les premières années, et même encore, bon, vous prenez la classe 802 Great British Railway, ben, il y a une réflexion qui est pas bonne sur certaines textures. Donc du coup, c'est toujours un peu compliqué. D'après ce que j'ai compris, la gestion de la lumière sous Unreal Engine 5, c'est intégré au moteur. C'est-à-dire que vous avez le soleil, vous avez votre position géographique, vous avez votre saison, et le moteur se débrouille pour vous générer de l'éclairage. Même, voilà, vous rajoutez, je sais pas moi, des lampadaires et autres, des réverbères. Et apparemment, le moteur, il peut gérer tout ça, d'après ce que j'ai compris. Corrigez-moi en commentaire si c'est faux. La caténaire qui est plutôt sympa. Alors, est-ce qu'elle est réaliste par rapport à une caténaire, japonaise? J'en sais rien. Je suppose que oui. A priori, il y a tous les détails, qui sont présents. Je trouve que c'est pas mal, voilà, on a est-ce que le pantographe traverse la caténaire? Normalement non. On va voir, on va regarder. C'est vrai que j'ai pas pu vous faire ça, sans, bah, j'ai pas pu faire ça en roulant, c'était un peu compliqué vu qu'il y a des arrêts, tout le temps. Ben, c'est un peu compliqué de vous montrer ça en détail. Voilà, a priori, ça a l'air pas trop mal. Donc le quai, bon là on est sur un quai qui est relativement simple. Non, il y a des je crois qu'il y a des valideurs, hein, normalement. En fait, j'ai pas beaucoup regardé, mais on a évidemment les bancs. Je crois qu'on a des machines à billets. Alors encore une fois, les bancs, les machines à billets, c'est pas l'auteur qui les a modélisés, mais ceux qu'il a trouvés, je pense, sont pas mal. En tout cas, ça fait l'affaire pour l'instant. On va essayer de visiter un peu la gare, et puis après, nous, on va se quitter là-dessus. Je referai une vidéo sur la ligne principale avec les services express, avec l'automotrice diesel qui est très 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 sympa aussi. Bon là on a un peu plus d'éléments hein, sur ce qu'elle a. Et franchement pour un jeu qui est en accès anticipé, la modélisation de la ligne, il y a plein de petits détails très, très sympas. Là je sais pas à quel point je peux emmener la caméra libre, mais là on a voilà, la sortie de la gare, le petit accès routier. Probablement pour les bus ou oui, je dirais que c'est plutôt pour les bus, mais j'ai un petit doute. Mais bon, ça a l'air d'être pour les transports en commun, là, ce petit arrondi. Évidemment, au Japon, on roule à gauche, hein, ne soyez pas surpris. Voilà, vous avez ce petit bâtiment voyageur qui est sympa, et puis ben, à l'intérieur, on peut aller voir à l'intérieur. Alors, vous voyez que l'intérieur est quand même modélisé. Alors bon, c'est un petit peu succinct, mais on peut quand même. Bon, c'est un tout petit bâtiment, c'est un petit abri au final. Mais voilà, mais même dedans, bah, vous avez de l'éclairage, vous avez des petites affiches. Enfin, il y a quand même un soin au niveau du détail qui est vraiment super appréciable. Bon, là, la texture, effectivement, elle est un petit peu limite, mais franchement, sachant qu'on ne peut pas se promener, hein, c'est pas comme dans Train Sim World. Là, on est vraiment la caméra comme sur TS classique finalement. Mais voilà, même à l'intérieur du bâtiment voyageur, ben, c'est plutôt bien détaillé. Est-ce qu'on a le nom de la gare? On l'a probablement là, je sais pas. Oui, Ise Station, voilà, vous l'avez ici, et je suppose qu'on l'a en opposition de l'autre côté? On doit bien l'avoir quelque part, le numéro des voies évidemment. Bon, de toute façon, c'est censé être annoncé à bord des trains, mais voilà, et puis même les trains, on peut aller voir dedans. Alors évidemment, il n'y a pas de passagers, hein, ça viendra plus tard. Mais on peut se promener à l'intérieur, oui, ben, pour quelque chose dont on n'est pas censé pouvoir on peut pas se déplacer à l'intérieur du train, c'est il y a que la caméra libre qui permet ça. Bah, je trouve que franchement, c'est tout à fait convaincant, vous voyez? On peut se mettre à place d'un passager ici, par exemple,
Voilà, c'est plutôt chouette. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que la base est vraiment très bonne. Moi, le seul truc qui m'inquiète, c'est 2 choses. Déjà, ça va être, qu'est-ce que ça va donner avec plus de trains IA et des passagers, genre des gares bondées, des trains remplis? Je pense qu'il pourra pas aller, enfin, on pourra pas remplir les trains à fond non plus ou pas toujours. Enfin, je demande à voir. Peut-être qu'il y aura un réglage pour, régler le niveau de passagers qu'on veut comme pour les trains, vous savez, on peut régler le nombre de trains IA. Peut-être qu'on pourra dire au jeu: «Bah, réduis-moi le nombre de voyageurs», par rapport à l'optimisation. Parce que ça, c'est un des sujets qui me fait un peu peur. Et enfin, pour terminer cette petite, conclusion, il y a également le suivi des mises à jour. Pour le moment, le développeur, il est tout seul, il fait ses mises à jour et ah bah, il est là, le panneau de la gare, voilà. Il fait ses mises à jour, il y a pas de problème. En revanche, la période d'accès anticipé peut durer très longtemps. J'ai quelques jeux qui ont été développés par un seul développeur. Je peux vous dire qu'il y en a un, ça fait 7-8 ans qu'il est en accès anticipé et les évolutions sont vraiment minimes de chez minimes. Donc je pense que l'extension de la ligne principale, on l'aura, on l'aura a priori sans problème. Maintenant, est-ce qu'on aura d'autres lignes? Je veux dire d'autres lignes séparées de la ligne principale, peut-être une ligne réelle et tout ça? A priori, c'est pas prévu pour l'instant. Bien, j'espère que cette, vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine fois qu'on sera sur Running Trends, ça sera sur la ligne, principale. Et puis en attendant, on fera, d'autres vidéos évidemment sur, Trend Sim World. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye. Bon, ça va.